Et c'est parti pour une 50e vidéo, et oui déjà. Alors quoi de mieux que de s'intéresser aux légendes urbaines dans Saint Seiya. Sur les forums et les réseaux sociaux, on y déniche pas mal de légendes urbaines autour de Saint Seiya, et la plupart du temps, celles-ci sont largement relayées et parfois même sur des sites sérieux. On va se poser 2 minutes et lister ces légendes persistantes. C'est grâce à Jérôme Alquier que nous avons eu le retour de Saint Seiya. Alors, cette légende est née d'une coïncidence assez énorme, j'en conviens. En effet, nous fans de Saint Seiya, nous guettions dans les années 90 la moindre rumeur autour de notre licence favorite. Fin des années 90, nous avions même eu des rumeurs dans le magazine Animeland qui nous parlait d'un film Saint Seiya sur des dieux égyptiens. Cette rumeur, j'en bave. Les années passent, le producteur Yoshifumi Atano, qui était un ardent défenseur de la série, décède en 1995. Les choses se présentent mal. Et tout d'un coup, au cartooniste de Toulon, de juin 2001, arrive un trailer providentiel, celui de Jérôme Alquier. Ce trailer nous a tous fait rêver à l'époque. Pour preuve, regardez ce qu'a donné lieu lors de la première diffusion. La première partie s'inspirait cependant grandement de l'épisode 57. Nous avons droit néanmoins à des plans savoureux et à l'utilisation du très sous-estimé générique de début Dead or Dead. Une chanson que certains regrettent encore vu qu'elle n'a finalement pas été utilisée lors des OAV du Junikyo. Nous sommes en 2001 et vient le numéro 19 du Super Jump en août 2002. Et là, c'est officiellement la fête. Saint Seiya renaît par l'entremise des OAV. Une projection est diffusée le 2 novembre de cette année. Très vite, ce revival est vite mis en parallèle avec celui de Jérôme Alquier. Des journalistes français approchent alors la Toei Animation et plus directement le studio de Shingo Araki, Araki Production. Et manifestement, le projet était déjà bien avancé en 2001. Shingo Araki a découvert le fameux trailer fin d'année 2001 lors de la Japan Expo de Paris. Dans la foulée, une folle rumeur sur le rachat des droits de l'anime par les Français pour produire une suite. Alors certains ont cru qu'ils pouvaient même racheter les droits du manga de Masami Kurumada. Un certain Guillaume Dorisson a même prévu un Apocalypse Chapter. Le premier numéro du magazine Otaku nous lance même cette phrase rêveuse. Jérôme Alquier l'a prouvé, nous autres Français, nous sommes capables de reprendre la suite. Preuve en est que la rumeur était bien diffusée parmi les fans. Une phrase de l'interview de Guillaume Dorisson annonce clairement la couleur. Pour les curieux, nous sommes 13 ans après la défaite d'Hadès. Seiya est alcoolique, Shun est organisateur de combats clandestins et Yoga travaille pour Greenpeace en Antarctique. Après avoir reformé l'équipe, les saintes d'Athéna vont se frotter aux archanges de Dieu. Voilà, alors revenons à l'animé. Dans l'artbook Hades, que l'on appelle le MOOC Hades, contraction entre magazine et artbook, il avait été révélé que la Shueisha tenait particulièrement à ressusciter la licence, et si le projet démarra, c'était grâce à la publication de Ring Nikakero 2 dans la revue Super Jump. Le succès était tel que la Shueisha envisagea de redonner sa chance à Saint Seiya. Bref, l'adaptation d'Hades, c'est avant tout grâce au manga Ring Nikakero 2 que nous le devons. Voilà comment naquit ce revival. Masami Kurumada demanda néanmoins à ce que ce projet soit confié à Shingo Araki et conclut un accord. Alors, ok pour le chapitre Hades, mais adapter également Ring Nikakero en animé, chose que fera la Toei Animation. D'ailleurs, il faut rappeler que les sociétés de production japonaises n'accordaient à l'époque quasi aucune importance au marché extérieur. Ce qui compte réellement, ce sont les fans japonais. Si la demande française représentait réellement quelque chose pour les décideurs japonais, ils se seraient eux-mêmes occupés de l'édition dans nos contrées.
Au contraire, les droits de Johnny Q ont été vendus à AB, selon certaines sources, pour une bouchée de pain. Depuis lors, 18 années, rappelons, et oui, le temps passe vite, de l'eau a coulé sous les ponts, mais, et il faut avouer que la Toei Animation regarde à présent bien plus ce qui se passe à l'étranger, loin sans faute. Lost Canvas s'est terminé à cause de Masami Kurumada, il était jaloux. Alors, cette légende, ma foi, est non seulement complètement fausse, mais aussi assez injuste. On la retrouve encore et toujours généralement colportée par des fans déçus de l'arrêt précipité de Lost Canvas en OAV. Beaucoup de fans pensent que l'auteur qui avait jadis indiqué ne pas avoir aimé le 5e film avait de nouveau mis son grain de sel sur Lost Canvas. On indique souvent le motif de la jalousie par rapport à The Lost Canvas vis-à-vis de son manga Next Dimension. Alors déjà, à travers les interviews et en off, tout indique que Masami Kurumada a un profond respect pour Shiori Teshirogi. Il indique plusieurs fois que c'est son véritable bras droit. D'ailleurs, en France, on avait souvent désiré inviter Masami Kurumada, mais celui-ci préféra toujours envoyer sa petite protégée. Et il a suivi Lost Canvas avec vous, ou alors il vous a laissé carte blanche? Alors en fait, au début, il a travaillé sur l'univers et puis il a dressé une liste des scènes qu'il voulait voir dans l'histoire. Et après, il me disait à peu près dans quel timing, quel ordre il voulait voir les scènes arriver. Puis finalement, pour le reste, il m'a dit tu fais un peu comme tu veux et voilà, je fais un peu comme je veux. Bref, les rapports entre Masami Kurumada et elle sont excellents et l'ont toujours été. Et Masami Kurumada avait d'ailleurs écrit les paroles du générique The Lost Canvas, mais malheureusement, The Lost Canvas effectuera des ventes très mauvaises en DVD et en Blu-ray. Naturellement, pour quelques fans, ce fait ne suffit malheureusement pas. Ils ont besoin de s'attaquer à Masami Kurumada lui-même, alors que ce dernier fut également contrarié par cet arrêt. Et rappelons-le également que c'était lui qui avait démarché TMS pour ce projet. Donc aucun intérêt pour lui d'arrêter cette adaptation, qui plus est de très bonne facture. Et lors du Paris Manga, le réalisateur attitré de la série précisa bien que s'il y avait une demande, il reconsidérerait l'idée de faire une suite. Bon, ok, c'est la phrase type, mais à aucun moment il n'était insinué que les droits avaient été bloqués. Un côté business très élevé, et si la série qu'on produit ne rapporte pas d'argent, elle est malheureusement mise à l'écart. C'est donc le gros problème que malheureusement je regrette aujourd'hui. Et d'ailleurs, Sensei Omega n'a joué aucun rôle sur cet arrêt. Au contraire, la série est née de cet arrêt. Et si The Lost Canvas avait continué jusqu'au bout et sans mauvaise vente, oui, la Toei Animation n'aurait pas pu raccrocher les wagons avec Masami Kurumada, car il est en effet insinué que la Toei Animation a recontacté le mangaka suite à l'échec de The Lost Canvas. Officiellement, le seul projet que Masami Kurumada a bloqué, c'est la série live américaine qu'il avait jadis évoquée dans une interview. Donc les rumeurs concernant la prétendue jalousie de Kurumada ont malheureusement la vie dure. À en croire certains, le mangaka jalouserait quasiment tout le monde, envieux qu'ils seraient de leur talent de loin supérieur au sien. Shingo Araki, Shigeyatsu Yamauchi, Shiori Teshirogi, Megumo Okada. Rétablissons la vérité, une bonne fois pour toutes. Kurumada est parfaitement conscient de ses propres lacunes. Il ne s'est jamais pris pour un grand mangaka. Il est plutôt modeste et lucide quant à ses capacités. Il suffit de voir ce qu'il disait de son collègue Akira Toriyama, dont il admirait le génie, le comparant à un œuf d'or, tandis qu'il se comparait lui-même à un œuf de fer, qui devait constamment redoubler d'efforts pour obtenir un résultat potable et briller peu à peu. On appréciera la métaphore. Kurumada a su s'entourer d'une solide équipe en qui il a toute confiance et en qui il laisse généralement carte blanche. C'est lui qui a demandé la présence du tandem Araki-Himeno pour le revival Hades. C'est lui qui a recommandé Shiori Teshirogi pour le spin-off de Lost Canvas. C'est lui qui a personnellement demandé à Okada de reprendre l'épisode G pour la suite Assassin. C'est d'ailleurs lui qui a insisté pour que Okada dessine G avec son propre style graphique au lieu de tenter de copier le sien. Et pourtant, certaines rumeurs infondées prétendent que Kurumada aurait déclaré trouver le style d'Okada dégueulasse. Alors, voici un aperçu des personnages d'Okada façon Kurumada.
Quant à Yamauchi, c'est plus compliqué. Kurumada lui faisait entièrement confiance jusqu'au 13e épisode du Junikyu Hades, lequel s'écartait un peu trop du manga. Le coup de grâce fut le Tenkai, pour lequel l'auteur fut purement et simplement mis sur la touche alors qu'il voulait superviser le projet de A à Z. Kurumada a alors reproché au réalisateur de ne pas avoir tenu compte du scénario qu'il lui avait fourni et de n'en avoir fait qu'à sa tête, tout en lui promettant que ses requêtes seraient bien prises en compte. Rappelons néanmoins que la production était chaotique et que le réalisateur a dû commencer à mettre en scène un film dont le scénario n'était pas terminé. Donc c'était vraiment une cellule de crise qui s'est passée. Forcément, c'était délicat au réalisateur de répondre favorablement à toutes les demandes, notamment celle de Masami Kurumada. Il faut savoir que Masami Kurumada a été totalement soutenu par certains fans japonais qui n'ont pas été très tendres avec le réalisateur. Qu'il fasse donc sa propre série avec ses propres personnages au lieu de continuer à dénaturer Saint Seiya de la sorte, pouvait-on lire sur les forums japonais. Autre rumeur tenace, Kurumada serait un gros beauf aviné et un feignant qui n'en glande pas une, laissant ses assistants se taper tout le boulot pendant que lui va faire la sieste. Kurumada est quelqu'un d'extrêmement cultivé, son goût pour le catch et la boisson n'empêche pas sa grande érudition. Quant à sa prétendue flemmardise, beaucoup semblent ignorer ce qu'est la vie d'un mangaka et leur rythme de travail effroyable. Oui, la plupart des mangaka ont des assistants, c'est grâce à eux qu'ils peuvent tenir les délais de prépublication serrés et livrer en temps et en heure leur vingtaine de planches hebdomadaires. Quant à Kurumada qui s'isolerait pour faire la sieste, tout vient d'une faute de traduction. L'auteur a déclaré que ce qui lui prenait le plus de temps, c'était le nemu, autrement dit le storyboard, étape cruciale. Et pour cela, il s'isolait pendant plusieurs heures. Visiblement, certains ont cru qu'il s'agissait d'une déclinaison du verbe nemuru, qui signifie dormir en japonais. C'est ainsi qu'est née la rumeur de Kurumada partant faire la sieste pendant plusieurs heures tandis que ses assistants dessinaient à sa place. Rappelons enfin que Masami Kurumada souffre d'arthrose depuis plusieurs années. Le cartilage de sa main sont usés et les doigts complètement déformés. Continuer à dessiner lui fait terriblement mal. Il continue malgré tout à son rythme tant qu'il peut encore tenir un crayon. Pour cela, je vous renvoie à l'excellent article de Light Seguir sur le Kurobashing, vous en saurez davantage. Masami Kurumada n'avait pas prévu au début l'apparition des 12 Gold. Alors, on ne connaît pas vraiment la source de cette information, mais en tout cas, Masami Kurumada avait indiqué en 2001 qu'il avait songé dès le départ à utiliser les constellations du zodiaque. C'est quelque chose qui était prévu dès le début. Après tout, les constellations du zodiaque sont les plus simples à utiliser, et les noms comme Léo ou Sagittarius ont de la classe. En principe, c'est le genre de constellation que l'on pourrait être tenté d'utiliser dès le début, mais je voulais absolument les garder pour les ennemis puissants qui arriveraient plus tard dans l'histoire. Je n'avais pas l'intention de m'en servir immédiatement, et c'est pourquoi j'ai choisi des constellations comme Pégase ou le Cygne parmi ce qu'il restait. Et là, tout est dit. Bref, passons. L'hypermite est canon. Moi, personnellement, j'ai horreur des débats canon, pas canon. Je crois que j'en avais parlé lors d'une des vidéos, mais j'ai horreur de ça. Mais pour les grandes chroniques des guerres saintes, je vais faire une exception. En effet, on voit souvent des vidéos nous indiquant que voilà, qui est le premier porteur du phénix, ce genre de choses. Et généralement, maintenant, c'est établi comme un fait. Mais non, pas vraiment. Cette histoire datant du 12 août 1988, qui paraissait pile au moment où Ikki faisait face à Casa del Omnad, fait beaucoup couler d'encre. Aujourd'hui, on voit souvent des affirmations indiquant qu'Ikki serait le premier saint du phénix. Pourtant, ça ne peut pas coller avec les propos de Sion indiquant jadis qu'il y avait 88 saintes lors de la précédente guerre sainte. De même que le système hypersens ou Big Wheel, ce serait ainsi grâce à ce 9e sens qu'un mortel atteindrait le statut de dieu, un concept qui ne sera jamais utilisé, tout du moins dans le manga de base, lorsqu'on nous révèle les origines d'Hadès. Pourtant, bien que contredit, les chroniques des guerres saintes intéressent aujourd'hui, et ce par de nombreuses bonnes idées, et Shiori Teichirogi, qui a probablement grandi avec ce cosmos spécial, a repris quelques éléments dans The Lost Canvas. Toutefois, dans le chapitre Hades et Next Dimension, Masami Kurumada s'orientera vers d'autres pistes
Après, oui, pas mal d'histoires sont passionnantes dans ce récit, bon sang, sur les guerres saintes. Donc on comprend largement que les fans aient envie de l'insérer dans la continuité. Hélas, par rapport au nombre des saintes, par rapport à Ikki, ça colle pas. La clause du phénix était à la base un supplice. Alors là, c'est plus délicat et presque vrai. Cette théorie provient de The Lost Canvas et ce par le personnage de Kagao. Alors là, on ne va pas se mentir, mais pour l'élaboration du spectre du Bennu, Teshirogi s'est largement inspiré de la God Clause du Phénix, et l'auteur nous indique de nombreux clins d'œil à ce personnage, et ce jusqu'à ses kanji signifiant feu étincelant. Il est du même signe zodiacal d'Ikki, à savoir le lion. Physiquement, Kagao en est presque son sosie, et pour couronner le tout, le chapitre 177 nous indique qu'il a lui aussi un petit frère. Et pourtant, l'ambiguïté va plus loin lorsqu'Alon indique que Kagao, au moment de sa mort, doit retrouver sa véritable couleur. Avec tous ces clins d'œil appuyés, ça paraît assez clair où veut en venir l'auteur. Je pense qu'à mon sens, dans l'univers de The Lost Canvas, oui, il est probable que le supplice du Bennu deviendra plus tard la clause mythique du Phénix. Tout du moins, dans l'univers, dans la continuité de The Lost Canvas. Dans le manga d'origine, il n'en sera pas fait mention, ni dans Next Dimension, bien évidemment. Bud est toujours vivant à la fin de l'arc Asgard. Alors voilà un sujet qui revient souvent pour les fans du royaume d'Asgard. En effet, Bud est le seul protagoniste à quitter librement le champ de bataille. Ces dernières paroles nous laissent penser que Bud va retourner auprès de sa famille suite aux paroles d'Ikki. Malheureusement, Bud n'y parviendra jamais et mourra d'épuisement sur le chemin. Une fin tragique, il n'y aura pas de retour sur ce personnage. Marine est la sœur de Seiya. Pour tous ceux s'étant arrêtés avec la première série, oui, cette affirmation a du sens. Aujourd'hui, cette idée a largement été contredite par la révélation de Masami Kurumada dans le tome 27, où Seika y fait son apparition. Le lecteur apprendra par la même occasion que Marine a en effet un frère, mais celui-ci avait également disparu. Avec Next Dimension et le Tenkaichi, son identité a été révélée. Dans l'anime, c'est Saga qui donne la clause de Pégase à Seiya. Une confusion très fréquente, car si en effet c'est le cas dans le manga, dans l'anime, avec les histoires autour des pop, la timeline est radicalement différente. Ainsi, pour paraphraser ma vidéo sur les grands pop, Saga se contente de tuer Arès, le suppléant de Sion, et se fait passer pour lui pendant 13 ans. C'est donc Sion qui vit du coup beaucoup plus longtemps et qui donne la clause de Pégase à Seiya. Le prologue de Junikyu y fait d'ailleurs allusion ici. Les gemmes des Gold Saints indiqueraient une échelle de puissance. Ah, celle-ci, je m'en rappelle très bien sur les forums, tiens. Lorsqu'on regarde l'anime, sur les 12 Gold Saints, ceux-ci disposent de gemmes sous 2 couleurs différentes, rouge et bleu. Il y a également ceux qui n'en avaient pas, à savoir le taureau, la balance, le sagittaire et le capricorne. Beaucoup ont pensé y voir une quelconque signification, que cela soit sur des éléments, mais le fait que les signes du poisson et verseau soient dans le même groupe avec le lion, ça fonctionne pas. En puissance, alors j'aime beaucoup Death Mask, ok, mais de là à l'imaginer dans le même groupe que Saga et Shaka, non. Bref, en réalité, il s'agit d'une invention de l'anime et ces colorations de gemmes ont probablement été faites de manière aléatoire et pour des raisons purement esthétiques. La rumeur est née d'articles fantaisistes et peu fiables publiés dans le Dorothée Magazine dans les années 90. Hades possédait le corps de Saga. Le mangaka a très longtemps déclaré que Saga n'était nullement possédé et qu'il s'agissait là d'un simple cas de dédoublement de personnalité, et ce, malgré l'étrange esprit qui quittait son corps. Étant donné qu'il se produit un déroulement très similaire sur Shun, beaucoup ont fait le rapprochement, dont moi la première fois lorsque j'ai lu ce passage en français, oui, moi aussi. En plus, Ikki fait le même rapprochement que le lecteur, néanmoins, ça ne pouvait pas être ça, car ce Saga maléfique indiquait également vouloir détrôner Hades lors d'un monologue. La vérité est finalement révélée dans Saint Origins et pour ça je vous renvoie à ma vidéo dessus. Rappelons là encore qu'il s'agit d'un retcon très récent de la part de l'auteur. Un élément qui a favorisé cette légende urbaine est le dialogue de Zelos dans le tome 22 de la première édition du manga. Celui-ci disait ceci: elle s'est tranchée elle-même avec la dague que nous avions fait porter à Saga.
dialogue très maladroit qui pouvait sous-entendre un tas de trucs. Depuis, avec l'édition de luxe, ce dialogue a été correctement traduit, donc plus de problème. Les Ghost Saints du premier film sont des Silver Saints. Alors là, c'est particulier car aucune information officielle n'a filtré sur leur ancien rang. On peut tout de même indiquer que la constellation de la lyre fut en effet rattachée au rang Silver. Même chose pour la flèche. Quant au Saint d'Orion, il est représenté comme étant un bronze dans Saint Seiya Omega. Oui, je le sais, la constellation de l'aigle a été rétrogradée, donc ça ne veut rien dire. Mais bon. Avec l'arrivée de Santiago, la mangaka Shimaki a totalement réinterprété le film pour ce spin-off. Ainsi, la constellation de l'écu, d'Orion et de la Croix du Sud apparaissent dans l'intrigue. Et ce sont des Silver Saints. Bon, concrètement, le film n'a jamais révélé l'ancienne classe de ces personnages, mais par déduction, oui, on ne les imagine pas dans une autre classe. Les 4 OAV de Saint Seiya. Non, 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 non! Ce ne sont pas des OAV, mais ce sont des films. On a également le même problème avec les films de Dragon Ball Z, souvent appelés à tort les OAV. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont sortis directement chez nous en VHS DVD. Mais le format initial prime avant tout, et cela reste des films quoi qu'il en soit. Films qui ont été diffusés au cinéma, 3 d'entre eux lors des Anime Fair. Le budget et le format entre les films et les OAV sont radicalement différents. Bref, oubliez cette appellation s'il vous plaît. Shun est le premier bronze à s'éveiller au 7e sens. Concernant cette rumeur, alors je dois reconnaître que moi aussi je me suis fait avoir et on me l'a signalé il n'y a pas longtemps. Alors cette rumeur, elle est née une fois n'est pas coutume de la version française. En effet, au moment où Shun déploie son pouvoir lors du sacrifice, la version originale mentionne son pouvoir caché, tandis que l'AVF, elle, parle du 7e sens. Pour subir l'épreuve du sacrifice, et tu en es sorti vainqueur en gagnant ainsi ton armure de chevalier d'Andromède. Et je n'arrive toujours pas à croire que tu t'es éveillé au 7e sens accidentellement pendant le sacrifice. Et avec ce changement notable de l'AVF, beaucoup pensent que Shun s'est éveillé à l'ultime cosmos lors de l'épreuve d'Andromède et que le passage où il pulvérise la clause de son maître à l'aide de ce qui s'apparente à un avant-goût de la Nebula Stream en est la preuve flagrante. Sauf que non, déjà il est peu probable que le 7e sens soit nécessaire pour remporter l'épreuve et obtenir ce qui reste au bout du compte une simple clause de bronze, aussi fabuleuse soit-elle. Tout ce que ces flashbacks sur l'île d'Andromède démontrent, c'est que Shun avait déjà atteint un cosmo nettement supérieur à celui qui est censé avoir un jeune saint de bronze. Et qu'il était tout à fait capable de se battre à main nue, et ce, sans l'aide de ses chaînes, contrairement à ce que l'on aurait pu croire jusqu'à présent. Il semble établi, tout du moins dans le manga, que Shun, Shiryu et Yoga ont déjà un niveau quasiment similaire à celui d'un Silver Saint au tout début de l'histoire, ce qui explique qu'ils puissent vaincre aisément les Black Saints, les Silver Saints comme Babel, Dante et Capella, et ce, sans avoir mené de nombreux combats au préalable, combats qui leur auraient permis de gagner en puissance et en expérience. Alors, c'est ainsi qu'il faut interpréter le passage de la maison des poissons. Shun n'est pas le premier à s'être éveillé au 7e sens, pas plus que Shiryu s'est réveillé à l'ultime cosmos lorsqu'il faillit déclencher par accident le Rosan Ko-Ryuwa avant que le papy Doko ne l'en empêche. Le but recherché est de nous montrer combien nos héros sont précoces et surdoués, de véritables prodiges pleins de ressources insoupçonnées, contrairement à Jabu et ses potes qui ont bel et bien le niveau standard d'un bronze saint. Mais j'en conviens que avec ce flashback, oui, l'ambiguïté était là. Eh bien écoutez, j'espère que ce format vous aura plu sur les légendes urbaines autour de Saint Seiya. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Thank you.